c'est Jonas au téléphone de l'agence immobilière WeInvest. Tout carré. Exactement. On a un problème. Maintenant, la balle est dans leur camp. Bienvenue. Oh waouh. Là, pour le coup, il faut faire un sacré effort de projection. Et c'est fou comme j'ai déjà eu des clients qui juste une petite couche de peinture et la maison, paf, elle a changé. On passe à la suite. Offre envoyée. Merci d'être venu. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Charlotte, j'ai 25 ans, je travaille chez Certinergie en tant que certificatrice PEB. Chez Certinergie, on fait tout ce qui est contrôle légaux pour la vente ou la location de biens. Je t'ai contactée parce que j'ai téléchargé un PEB d'une maison que j'aimerais bien aller visiter. Mais je me rends compte en fait qu'il y a plein de pages au-delà de cette petite lettre que tout le monde connaît. Il y a vraiment du coup combien 13 pages. Je t'avoue que je ne sais pas trop comment analyser ça. Et du coup, voilà, je sais que tu travailles dans le domaine et donc j'aurais bien aimé que tu m'expliques un petit peu comment aborder un certificat PEB plus que juste la lettre en elle-même. Mais déjà en termes de lettres, je vois qu'en plus de la lettre, il y a le nombre de kilowattheures, c'est l'énergie qui est consommée. Oui, exactement. Comment est-ce qu'il faut appréhender si tu vois, en fonction de l'échelle, comment est-ce que je suis censée lire ce chiffre? Donc ici, c'est pas en kilowattheures, c'est kilowattheures par mètre carré par an. Ouais. Donc en fait, c'est ta consommation qui est estimée en fonction de différents critères qui sont analysés dans le certificat PEB. Quand tu dis consommation estimée, ça veut dire que c'est pas la consommation que les anciens propriétaires faisaient dans le bien, c'est vraiment sur base des critères objectifs du coup. En fait, il y a une liste d'éléments qui sont relevés durant la certification et on estime la consommation, mais c'est pas, ça ne correspond pas à la facture que tu auras à la fin. Du coup, ici, première chose, déjà, je vois qu'il y a plusieurs catégories par besoin en chaleur, installation de chauffage, etc. etc. Il y en a deux qui sont élevés, médiocres. Comment je sais lequel je dois régler en priorité, entre guillemets, parce que mes finances ne vont pas me permettre de certainement passer à un PEB A directement, mais comment est-ce que je sais vers lequel je dois me tourner comme poste à rénover en premier? Ici, en tout cas dans le premier cas, c'est au niveau des besoins en chaleur de logement. Oui. Donc ça, c'est le point le plus important à améliorer. Donc c'est tout ce qui est isolation, donc isolation des façades, isolation des toitures, etc. Okay. Maintenant, le second point qui est important, c'est le système de ventilation. Il faut savoir qu'ils sont directement liés. Parce qu'à partir du moment où tu viens isoler ta maison, l'étanchéité va être différente. Et donc du coup, tu vas devoir augmenter ou en tout cas améliorer ton système de ventilation pour éviter d'avoir de la condensation ou de l'humidité dans ton bien. Donc ici, j'aurais tendance à dire que les deux ont de l'importance dans ce cas de rénovation. Donc l'isolation est très importante dans la réalisation d'un certificat PEB. Maintenant, il faut comprendre que c'est un ensemble d'éléments qui vont influencer le résultat. Et donc même si c'est un poste qui est important, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui vont influencer le certificat. Oui, donc je ne peux pas en fait commencer par faire uniquement l'isolation sans après faire de la ventilation dans le bien. Tu peux, mais je ne te le conseille pas. Ok, ça va. Mais donc a priori, si je devais faire un ordre de priorité, toujours l'isolation en premier avant de commencer à améliorer les autres postes? Oui, en fait ici, isoler ta maison, isoler ta toiture va permettre de réduire ton besoin de consommation. Parce qu'en fait, tu vas réduire la perte. Et donc pour arriver, ici, le certificat se base sur 18 degrés. Donc il va calculer en disant que ta production va te permettre d'arriver à 18 degrés à l'intérieur. Donc si tu réduis ta perte, tu vas réduire tes besoins de production. Et donc isoler ton bâtiment. Maintenant, du coup, forcément, il y aura de la condensation et donc il faudra augmenter ta ventilation. Ok, super clair. Du coup, ça c'était pour la première page et après derrière, du coup là, il y a vraiment 10 pages qui suivent. Oui. Comment est-ce que je suis censée, en tant qu'acheteuse, les analyser? Est-ce que je dois tout lire? Est-ce que tout est important? Est-ce qu'il y a des informations qui sont plus utiles pour le vendeur? Enfin, comment est-ce que je suis censée appréhender ces dizaines de pages du certificat? En fait, si tu veux, ici c'est plutôt la description. Donc, comment est-ce que ton certificat PEB a été réalisé? Quelles sont les informations qui ont été analysées et reprises? Donc, c'est intéressant si tu veux comprendre pourquoi est-ce que tu arrives à ce résultat-ci. Donc, en fait, ici, sur cette première page, on parle du volume protégé. Donc, en gros, c'est qu'est-ce qui est analysé, quelle partie de ta maison a été analysée, à savoir qu'une cave, par exemple, qui n'est pas chauffée, ne sera pas reprise dans le certificat PEB.
Mais elle va quand même impacter le fait que, par exemple, si la cave n'est pas isolée, ça va impacter le... C'est ça. Donc en fait, ce ne sera pas repris dans ton volume protégé, mais ça restera une surface de déperdition. Donc ça veut dire que, par exemple, ton rez-de-chaussée sera en contact avec une cave qui n'est pas chauffée. Et donc ce sera un plancher vers cave. Tandis que si ta cave était chauffée, alors à ce moment-là, ce serait repris dans le volume protégé. Et donc tu aurais un plancher de cave qui serait vers terre. Et donc la description du volume protégé serait différente. Alors ici, c'est presque la pire page du certificat. Il y a des dizaines d'informations partout. Sur quoi est-ce que je dois me focuser en fait? Ici, il n'y a rien d'important pour ton cas. Donc, ce n'est pas sur la maison principalement, c'est vraiment juste expliquer la méthode de calcul de la performance énergétique. Donc c'est si toi, tu souhaites comprendre, en fait, c'est détaillé par points importants. Qu'est-ce qui influence le PEB, qu'est-ce qui est repris, qu'est-ce qui est relevé. Voilà, donc c'est vraiment à titre informatif pour que tu puisses mieux comprendre les différents points importants. Ok, donc méthode de calcul, c'est censé être toujours la même page. Vous calculez tous de la même façon entre certificateurs, Wallonie, Bruxelles, Flandre aussi? Oui, donc les 3 régions ont des protocoles différents et des méthodes de calcul qui sont différents. Mais par contre, chaque certificateur par région a exactement la même méthode. Donc c'est un protocole qui est universel. Donc ça veut dire que je ne peux pas comparer un PEBC en Wallonie avec un PEBC à Bruxelles ou en Flandre, par exemple? Non, la méthode sera différente et donc en général, il y a quand même une bonne différence entre les différents résultats pour la même maison, mais dans 2 régions différentes. Et ça, c'est en termes de la lettre, mais par contre, si je compare les kilowattheures par mètre carré par an, là, je peux comparer par région ou même pas? Donc ici, dans ce cas-ci, tu as 216 et donc tu arrives en classe C. Par contre, si tu étais sur un certificat bruxellois, si tu avais le même résultat, donc 216 aussi, tu arriverais par contre en classe E. Oh, mais c'est hyper différent. Oui, on peut voir qu'il y a une nette différence entre les deux. C'est un projet du gouvernement de mettre en place certaines échéances énergétiques pour, en tout cas, avoir une attente en termes de résultats. Et donc, dans le cas du non-respect de ces résultats, le propriétaire qui loue son bien ou qui souhaite le vendre risque d'avoir des pénalités. Maintenant, il y a des dérogations qui seront possibles aussi en fonction. Il y a certains biens où c'est impossible techniquement d'arriver à ce résultat-là. Et donc, il y aura toujours des dérogations qui seront possibles. Ça, c'est la suite en fait de la page de calcul. Donc, j'imagine que je ne dois pas non plus prêter. C'est toujours les méthodes de calcul? Non, ici, on n'est plus dans la méthode de calcul. Donc, on est dans ton certificat pour ton cas précis. Ah oui, ok. Donc, ici, en fait, on vient calculer en kilowattheures par an ta consommation. Et puis ensuite, c'est tout ce qui est produit pour l'eau chaude sanitaire. D'accord. Et ensuite, la consommation d'énergie auxiliaire. Donc, ça, c'est tout ce qui est thermostat d'ambiance, tout ce qui est électronique de la chaudière ou autre. On enchaîne. Preuve acceptable. Oui. Alors ça, c'est super important. D'accord. C'est un des points en tout cas qui influence le PEB radicalement et qui peut faire qu'il y a certains PEB pour une même maison qui sont différents. Les preuves acceptables, c'est un des éléments les plus importants dans la réalisation d'un certificat PEB. Donc il faut savoir que si on n'a pas de preuve acceptable ni de constat visuel, on ne pourra pas constater une isolation par exemple. Donc à ce moment-là, ça risque d'influencer nettement le résultat et donc ça permet au futur acquéreur de mieux comprendre son certificat en regardant quelles preuves ont été reprises dans la réalisation de celui-ci. Donc en fait, c'est tout ce qui est fourni au certificateur pour réaliser son certificat PEB. Donc c'est toutes les preuves d'isolation thermique, donc par exemple une facture d'isolation d'une toiture, c'est tout ce qui est attestation de contrôle périodique d'une chaudière. Donc en fait c'est tous ces documents-là qui vont permettre au certificateur d'avoir un ensemble d'informations pour réaliser son certificat PEB. Au plus on a d'informations, au mieux c'est, et donc au plus on peut avoir un certificat précis et donc potentiellement un résultat meilleur. Donc ça c'est super important. Ici pour ce cas-ci on n'a reçu aucune preuve. En cas d'absence de preuve acceptable, on va être obligé d'utiliser des valeurs par défaut et malheureusement ces valeurs par défaut sont assez négatives pour le résultat. Donc a priori le PEB pourrait être meilleur s'il y avait eu des preuves? Ça pourrait être meilleur. Donc ici en termes d'isolation thermique on n'a pas eu d'informations. Maintenant en parcourant le certificat j'ai vu que le certificateur avait constaté visuellement la présence d'isolation dans la toiture. D'accord. C'est quand même isolé en termes de toiture. En termes d'étanchéité à l'air, on n'a pas eu de preuves non plus. Donc il n'y a vraiment pas eu beaucoup de preuves qui ont été fournies, à part un constat visuel sur place. Maintenant, si jamais on ne s'est pas constaté sur place parce qu'il y a une finition qui est faite à l'intérieur, c'est le devoir du certificateur de proposer au client que lui fasse un trou dans la toiture pour que nous, on puisse ensuite vérifier s'il y a une présence ou non.
Et ça, c'est au choix du propriétaire de le faire ou pas. Ok, donc même quand il n'y a pas de preuve, on pourrait en créer potentiellement oui, on peut chercher, en faisant des trous. Ouais. Et si j'ai des photos, si j'ai de quand les travaux ont eu lieu, par exemple, ça marche comme preuve ou il faut une facture ou... Non, ça peut fonctionner si j'ai des preuves qui sont assez... Enfin, en tout cas des photos qui sont assez lisibles, où je peux vraiment me rendre compte que c'est bien la maison en question, que c'est bien sur cette surface-là qu'il y a eu de l'isolant. Donc, admettons, sur la façade avant, ça a été isolé. Si je vois bien que c'est la façade avant et que je peux dire que c'est une isolation qui a été placée, alors à ce moment-là, je peux sans problème le prendre en compte. Mon conseil, du coup, si vous réalisez des travaux, c'est de vraiment prendre un maximum de photos, donc des photos de contexte, des photos plus précises. Et par exemple, si vous placez un isolant, c'est vraiment de le mettre sur l'isolant directement pour que le futur certificateur puisse déterminer de la présence de l'isolant sur la paroi précise et ensuite le type d'isolant et son épaisseur. Et là, alors, j'ai l'impression qu'on arrive au poste spécifiquement qu'on voyait donc, sur la page de garde. Et là, c'est les détails à chaque fois. C'est ça. Donc ici, c'est vraiment les détails, en tout cas des points au niveau des recommandations, enfin des points à améliorer. Oui. Et ensuite, tu vas avoir le détail de tes différentes parois qui sont classées par performance. Donc par exemple, ici, les parois présentant un très bon niveau d'isolation. Donc ici, il n'y en a aucune. Okay. Et puis ensuite, avec un bon niveau d'isolation. Et si tu regardes sur la suite, ce sera peut-être plus clair. Hop, juste ici, donc là, dans ce cas-ci, on est sur des parois avec une isolation insuffisante ou en tout cas une épaisseur qui est inconnue. Et donc là, il y a vraiment la description avec les mètres carrés pour les surfaces, tout ce qui est châssis qui sont repris. Donc en fait, c'est vraiment la description de ton bien détaillée par tes différentes parois et différents composants, donc les châssis aussi. Du coup, là, j'écoute un peu tes explications et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de points qui sont soit pas avec des preuves, soit pas de mur isolé. Du coup, j'ai un peu du mal à comprendre comment on a atteint un PEB-C. Est-ce qu'il y a des points positifs qui permettent de contrebalancer à ce point-là? Donc ici, en fait, tu as une maison qui est mitoyenne, donc ça veut dire que ça réduit déjà la surface de déperdition. Pour les surfaces de déperdition, au plus tu as de surface de déperdition dans ton bien, au plus tu as de parois qui vont te permettre de perdre de l'énergie. Donc si ces parois sont bien isolées, tu vas réduire ta perte d'énergie et donc diminuer ton besoin de production d'énergie. Oui. Donc pour une maison 4 façades, par exemple, tu vas avoir la façade avant, arrière, gauche et droite qui seront des surfaces de déperdition, en plus de la toiture et du plancher. Ici, la surface est déjà réduite. Donc c'est quand même avantageux. Donc ça veut dire que tu n'as plus que la façade avant et arrière, la toiture et le plancher qui perdent de l'énergie. En l'occurrence, la toiture est isolée. Donc ici, il a pu constater qu'il y avait une laine minérale de 6 cm, donc c'est quand même intéressant. Et sinon, pour le reste, au niveau des châssis, tu as quand même du double vitrage. Donc c'est quand même intéressant aussi. D'accord. Et donc ici, je vois qu'on est à chaque fois, enfin le titre de la page, c'est description et recommandations. Ça veut dire que pour chaque étape, les recommandations qui sont données, c'est pour améliorer le PEB de cette maison ou c'est des recommandations générales pour la ventilation ou... Donc ici, c'est vraiment pour le bien en question. Donc ça va être détaillé. Après, les points sont similaires parce que le certificat est fait de la même manière pour tous les biens. Mais ici, c'est vraiment en termes de description et de recommandation pour ce bien en question. Pour moi, ce qui est le plus important à comprendre dans le certificat PEB, c'est évidemment le résultat final. Maintenant, c'est tous les points de recommandation qui sont sur la page principale et qui sont détaillés par la suite pour comprendre quels sont les points qui pénalisent mon résultat et donc quels sont les points auxquels je dois faire attention pour améliorer ce résultat. Et la dernière page, c'est un impact sur l'environnement. Sur la dernière page du certificat PEB, il y a une petite partie sensibilisation, parce que c'est aussi pour ça que le certificat PEB est réalisé, c'est pour sensibiliser sur l'impact qu'a le bâtiment sur la planète et donc sur la consommation d'une maison. Donc ici, dans ce cas-ci, il est simplement noté le nombre d'allers-retours Paris-Lisbonne que vous pourriez faire avec simplement la consommation par an de votre maison. Et du coup, en voyant ces chiffres, moi, ça ne me parle pas du tout. Comment est-ce que je peux savoir si ça veut dire que ma maison impacte fortement l'environnement ou pas? Ici, du coup, tu es à 6739 de résultats. Donc, à savoir que ça correspond plus ou moins à 7 allers-retours Bruxelles-Lisbonne en avion. C'est déjà énorme alors que le PEB n'est pas mauvais. Non, mais donc on se rend compte du coup de l'importance et de l'impact
d'une maison qui a un mauvais résultat sur l'environnement directement ici. Écoute, merci beaucoup pour tous tes conseils. Je pense que ça va beaucoup m'aider pour la suite. Si jamais je me retrouve face à d'autres PEB, je pense que peut-être analyser les 13 pages, ça va être un peu beaucoup. Mais est-ce qu'il y a des points prioritaires que je dois regarder à chaque fois? Ici, en tout cas, le résultat, effectivement, est un des points le plus importants. Maintenant, pour le reste, c'est vraiment intéressant de comprendre quels sont les différents points à améliorer. Ouais. Donc ici, il y en a 2 en l'occurrence. Donc vraiment, aller voir dans les détails, comme on a vu sur les pages suivantes, pour comprendre en fait quels seront les travaux à réaliser pour améliorer le résultat PEB. Ça peut te permettre d'estimer le coût des travaux aussi à prendre en compte via l'achat de la maison. Merci beaucoup Charlotte, en tout cas je pense que ça va vraiment beaucoup m'aider. Avec plaisir et courage dans ta recherche. Merci.